Bonjour à tous, bienvenue dans Smartcom, votre rendez-vous mensuel sur Bismart en partenariat avec Entreprises et Médias, association et think tank des directeurs de la communication des grandes entreprises et des organisations. Vous en avez l'habitude, maintenant chaque mois, on se retrouve pour décortiquer ensemble les grands enjeux auxquels est confrontée la communication des entreprises, que ce soit à la fois en interne ou en externe. Et ce mois-ci, je vous propose de nous arrêter sur l'entreprise politique. Quel rôle doit jouer l'entreprise dans la société? Dans quelle mesure est-ce que finalement la RSE renforce ou pas la prise de position politique des entreprises? Est-ce qu'une entreprise doit aujourd'hui être nécessairement engagée? Quelles sont les attentes des citoyens et des consommateurs sur ces sujets? On en parle tout de suite dans Smartcom. Et pour discuter de ce vaste sujet qu'est l'entreprise politique, j'accueille aujourd'hui Sophie Greiner, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de la communication de la Massif. Marc Speck, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la communication Europe du Sud d'Essity, dont on connaît les marques commerciales Nana ou Lotus par exemple. Et puis Pierre Auberger, directeur de la communication du groupe Bouygues. Bonjour à vous également. Bonjour à vous. Moi, je voudrais d'abord faire un petit tour de table pour commencer. J'aime bien un peu cet exercice. Est-ce que d'abord l'entreprise est une institution politique, Pierre Auberger ? Alors, je ne suis pas très à l'aise en fait avec ce concept d'entreprise politique. C'est-à-dire que la politique, c'est tout ce qui a trait au gouvernement, à l'ordonnancement de la cité. Donc, d'une certaine façon, l'entreprise n'a pas vocation à être une sorte de pouvoir, si vous voulez. Je suis plus à l'aise avec la notion d'une entreprise contributive, par exemple, comme la développe notre ami Fabrice Bonifay, qui est directeur de la communication, qui est directeur de la RSE de Bouygues, et puis qui est également président du C3D, qui a écrit un livre là-dessus. C'est-à-dire que c'est l'entreprise contributive, c'est le mariage entre le business et le bien commun. C'est-à-dire que l'entreprise doit être engagée, elle doit être responsable, elle doit être citoyenne et évidemment respecter la planète, respecter les ressources qu'elle utilise. Donc je suis beaucoup plus à l'aise avec ce concept qu'avec le concept d'entreprise politique, puisque nous avons vocation à travailler avec tous les pouvoirs en place, les collectivités locales, quelle que soit leur couleur. Et quand on dit entreprise politique, on pense très facilement entreprise partisane. Et je crois que l'entreprise ne doit pas être partisane, elle est orientée sur un projet qui peut être lié à sa raison d'être, par exemple, à sa mission. Chez Bouygues, par exemple, c'est d'apporter le progrès humain au plus grand nombre dans la vie quotidienne, tout en respectant la planète, bien entendu. Donc ça, c'est ce qui nous guide. Alors à ce titre-là, on peut considérer que c'est être politique. Sophie Greiner, votre avis là-dessus, sur l'entreprise politique? Je rebondis sur un mot qui a été dit par Pierre, c'est l'entreprise citoyenne. J'aime bien l'étymologie de la cité. L'entreprise, elle peut être politique au sens ouverte sur la société. Et c'est le cas par exemple d'une mutuelle où dans notre gouvernance, on a des représentants de nos clients, ce qu'on appelle des sociétaires. Ouais. Donc la société civile fait partie de la gouvernance de l'entreprise et s'exprime sur des décisions. Et après, il y a la dimension citoyenne au sens d'aller au-delà de notre métier, au-delà de ce qu'on peut appeler notre business initial, notre raison d'être. Et là, ça peut être s'ouvrir sur des partenariats avec des associations, avec la société civile au sens large. Pour boucler le tour de table, Marc Speck. Je vais rebondir aussi sur un mot de Pierre qui est engagé. Pour moi, l'entreprise, avant d'être politique, elle est surtout engagée. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, l'entreprise, on disait qu'elle faisait marché. Aujourd'hui, elle fait société. C'est-à-dire que l'entreprise est totalement investie dans la société, doit faire corps avec la société. C'est-à-dire qu'il faut aller au-delà, par exemple, de tout ce qui est résultats financiers. Et on parle aujourd'hui d'ESG, donc d'environnement, de social et de gouvernance. Et donc c'est tout ça l'entreprise. Et c'est vraiment une intégration complète dans la société. En travaillant un peu ce sujet avant de vous recevoir, je me disais finalement l'entreprise et la politique sont deux choses différentes. L'entreprise est rarement démocratique. Comment est-ce que ça se passe par exemple à la Massif ? Alors, l'entreprise, on considère qu'elle est démocratique à la Massif, puisque je vous parlais des sociétaires qui sont dans notre gouvernance. En fait, leur mandat est issu d'élections. Donc on sort d'une grande campagne qui a eu lieu en début d'année. Et effectivement, on considère que la parole est donnée à nos parties prenantes. Alors ça se vérifie, on essaye de le systématiser à chaque grande initiative, à chaque échelle de notre entreprise. On l'a fait pour la raison d'être, par exemple, où on a fait une grande consultation participative à nos sociétaires, à nos salariés, à nos élus, qui sont donc les représentants de sociétaires. Qui a été assez inédit. On a fait des émules depuis, donc on en est ravis.
Et on a essayé d'aller au-delà de la raison d'être avec ce qu'on a appelé la raison de dire, c'est-à-dire qu'on a appliqué cette démarche-là d'ouvrir les micros à l'ensemble de nos parties prenantes, y compris à nos partenaires, pour la communication. Et ça, c'est vraiment une démarche qu'on a vue rarement ailleurs, c'est-à-dire qu'on considère que nos parties prenantes ont un mot à dire sur la façon dont on doit exprimer notre engagement et là où on est attendu en termes d'engagement citoyen notamment. Voilà. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on a fait en début d'année et qui va tirer notre communication dans une direction participative, mais surtout on va donner la parole à nos salariés, à nos élus. On appelle ça parfois de l'advocacy. On l'a fait très récemment, la semaine dernière, dans une campagne de caméras cachées. C'est original. Oui, alors c'est inédit. Je vais vous demander un effort de projection puisque je ne suis pas sûre que vous l'ayez vu dans le secteur de l'assurance. Je vous emmène à Lens, par exemple, dans une salle de réunion avec des sociétaires ou des salariés. Et en fait, on les a exposés à une fausse campagne de communication qui était radicalement contraire aux valeurs de la Massif. Nos valeurs, depuis notre fondation il y a 60 ans, sont autour de la solidarité, de l'entraide, de l'humanisme, de la citoyenneté. Et vous aviez des valeurs axées sur le profit, la performance commerciale. Ouais. Et les personnes se sont exprimées, et c'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'on va chercher. On va essayer de tester ce type de communication, des communications sans filtre, où bien évidemment il y a un aiguillon qui est communicationnel, mais la parole n'est plus celle de la marque. La parole, elle est celle des salariés, des élus, des sociétaires qui font notre communauté et qui expriment par leurs mots, avec beaucoup d'émotion, d'indignation, de colère, même de pleurs parfois, ce qu'est pour eux la Massif et ce qu'est le mutualisme. Pierre Roberger, vous avez beaucoup mis en avant tout à l'heure toutes ces questions de RSE. Est-ce que vous pensez que justement toutes ces questions de raison d'être, d'RSE, d'entreprise à mission, pourquoi pas, poussent en fait les entreprises à prendre des positionnements qui sont peut-être un peu plus politiques que pendant un certain temps ? Je reviens encore à ce que je disais tout à l'heure, c'est que je crois que l'entreprise, elle est insérée dans un écosystème et elle doit économiser les ressources. Je reviens aussi à ce concept d'entreprise collaborative qui consiste à apporter un impact positif à la fois sur le plan social et sur le plan environnemental à l'entreprise. Donc je pense qu'on doit être de ce point de vue-là des gens responsables, si vous voulez. Et pour rebondir sur le côté démocratique, puisqu'on parle effectivement de raison d'être, évidemment, alors la différence entre Bouygues, par exemple, et la Massif, c'est que nous, on est une entreprise cotée au CAC 40 et qu'évidemment, on a des comptes à rendre à nos actionnaires, à l'ensemble des parties prenantes. Et je mentionne d'ailleurs que les deuxièmes actionnaires du groupe sont les salariés. Donc ça, c'est une originalité du groupe. Vous avez développé énormément l'actionnariat salarié. Alors, énormément depuis très longtemps, là, depuis Martin Bouygues en a fait, si vous voulez, une de ses priorités. Donc quand il est arrivé il y a plus de 30 ans à la tête de Bouygues. Et aujourd'hui, les salariés ont plus de 20% du capital et 27% des droits de vote, juste derrière Martin et Olivier Bouygues, donc qui ont quelques pourcentages de plus. Ça veut dire que les collaborateurs sont très associés à l'ensemble des décisions, avec beaucoup de dialogue social, avec 4 représentants des salariés au conseil d'administration du groupe, par exemple, sur 13 administrateurs, donc ça n'est pas rien. Et avec un dialogue social que je dois dire est excellent et qui se traduit par une excellente participation aux élections professionnelles avec 84%, c'est assez exceptionnel quand on parle d'abstention record pour les élections régionales d'hier, par exemple. Eh bien, ici, chez Bouygues, donc, les gens sont extrêmement impliqués. Donc, si vous voulez, on a, je pense, un besoin absolument évident de satisfaire nos parties prenantes, au premier rang desquelles nos actionnaires et les analystes qui nous demandent de nous engager. Donc il est évident que nous avons besoin de communiquer sur des objectifs et sur une politique qui soit vraiment forte, ambitieuse et mesurable. Et puis, il me paraît, je pense que c'est un point absolument central aujourd'hui vis-à-vis notamment de nos jeunes diplômés qui ont besoin d'avoir un message développé par les entreprises qui soit authentique et sincère. Et ils ont aujourd'hui envie de travailler dans des sociétés qui soient engagées en faveur
de la planète et non pas qu'ils la détruisent. Donc aujourd'hui, on n'a pas le choix en fait. Je crois que les choses doivent être posées clairement sur la table. Les sociétés doivent s'engager fermement en matière d'ESG et notamment sur le plan environnemental. Pourtant, est-ce que le but premier d'une entreprise, c'est pas de faire des profits et donc de créer des emplois plutôt que de changer le monde, Marc Speck ? C'est un peu schématique comme question, mais c'est volontaire. En fait, l'engagement, il fait partie d'un tout, comme je le disais tout à l'heure. Chez Essity, par exemple, notre engagement, c'est un engagement de longue date qui vise aujourd'hui à briser les tabous et briser les barrières. Donc c'est un véritable engagement sociétal très fort. On pourrait associer ça à un engagement politique si vous voulez, parce qu'on n'est pas les seuls à le faire dans ce domaine. Mais je pense que dans certains domaines, il faut être les premiers peut-être et ne pas hésiter non plus à être rejoint sur une problématique. Je prends juste un exemple. En 2019, vous avez cité la marque Nana tout à l'heure, ça a été la première marque à montrer la réelle couleur du sang à la télévision. Avant, toujours des trucs bleus. Voilà, exactement. Avant, c'était toujours bleu. Et puis, de fil en aiguille, on s'est engagé de plus en plus en faveur ou pour lutter contre la précarité menstruelle, par exemple. Donc, on a comme ça un certain nombre d'engagements associatifs très forts, de très long terme. On lutte également contre la précarité hygiénique. On s'est engagé il y a 10 ans avec la Croix-Rouge, par exemple, française, pour fournir des kits hygiène, des trousses de toilette aux personnes les plus démunies partout en France. Et on en distribue à peu près 100 000 par an. Donc voilà des engagements très forts et je pense que pour être vraiment engagé, il faut être proche pour que l'entreprise s'engage et que ce soit crédible. Il faut qu'il y ait une certaine légitimité. Pour nous, c'est l'hygiène et la santé. On ne va pas aller s'engager dans des choses qui ne nous correspondent pas, où on n'a pas une expertise. Donc il faut avoir cette légitimité. Il faut le faire sur le long terme. Parce que si on le fait sur le long terme, alors effectivement, ce n'est pas du one-shot, comme on dirait. C'est vraiment quelque chose qui correspond à l'ADN de l'entreprise profondément. Et c'est marrant parce que j'avais pensé à un cas analogue qui est celui de Dove, qui s'est engagé pour la diversité des femmes depuis longtemps. Il y a Nike qui s'est engagé pour le racisme. Est-ce que, Sophie, selon vous, chaque entreprise, comme celle de Marc, par exemple, doit avoir son cheval de bataille et à prendre la parole sur un sujet précis ? Ça peut être un sujet ou plusieurs sujets. Par exemple, à la Massif, on a fait de la jeunesse, pour rebondir sur ce que disait Pierre, un engagement sociétal extrêmement fort. Ça fait partie de nos engagements premiers. Notre raison d'être, c'est protéger le présent et permettre l'avenir. Ça veut dire qu'on est là quelque part aussi pour, sur le long terme, changer le monde, et on le fait à travers plusieurs domaines d'engagement. Sur la jeunesse, on mobilise l'ensemble de notre écosystème. Ça veut dire que, par exemple, quand on a connu la crise de la Covid cette année, il y a eu une extrême précarité de cette population-là. Donc on a agi, mobilisé les épiceries solidaires avec lesquelles on travaille sur la durée depuis des années, nos partenaires historiques comme le Secours populaire, pour verser et pour aussi mobiliser les hommes et les femmes à des associations, des dons alimentaires par exemple, de la protection hygiénique pour les jeunes femmes qui ne pouvaient pas se payer ça pendant la crise. Et puis ça va plus loin, c'est-à-dire qu'on agit concrètement quand il y a l'urgence, mais on essaie de construire le futur. Et on va préparer un Parlement des jeunes à la fin de l'année, qui est construit avec une 50aine d'associations étudiantes, puisque l'objectif c'est de les écouter, c'est d'abord de recueillir leurs attentes et savoir ce qu'ils souhaitent que l'entreprise fasse demain, qu'est-ce qu'elle attend de l'entreprise, qu'est-ce qu'ils attendent en termes d'emploi, d'insertion professionnelle, d'engagement de l'employeur vis-à-vis d'eux. Et ça va nous servir à construire un manifeste en vue des prochaines élections électorales, des prochaines échéances électorales. Vous parliez de l'entreprise politique. Les échéances 2022 vont arriver très vite. C'est pas une façon directe d'y répondre, mais c'est en tout cas une façon d'utiliser notre engagement, de le mettre au service des jeunes et de formuler ensemble des propositions extrêmement concrètes. C'est quoi les terrains sur lesquels Bouygues a envie de s'engager aujourd'hui, de prendre la parole de façon plus politique? Clairement, on a contributive, comme vous dites. On a clairement un objectif extrêmement important de diminuer nos gaz à effet de serre. Donc il faut savoir que malheureusement, le secteur de la construction est un des plus forts contributeurs aux émissions de gaz à effet de serre dans le monde, plus de 25%. Et donc nous avons, en tant qu'entreprise citoyenne, un devoir absolu de les diminuer. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons décidé fin décembre 2020
2020, donc très récemment, de proposer à l'ensemble de nos parties prenantes, et notamment donc, tout ce qui est communauté ESG, analystes financiers, investisseurs, une politique très, très ambitieuse, donc de diminution des gaz à effet de serre de l'ensemble de nos métiers. Nous avons 5 métiers différents, de 30 à 50% d'ici 2030. Donc en accord avec les accords de Paris, de la COP21. Et donc nous avons pour ambition, dans chacun de nos métiers, de proposer des solutions. Alors je peux vous donner par exemple donc un exemple concernant la construction. On s'est engagé à construire en France et en Europe 30% de bâtiments en bois, par exemple. Il faut savoir que le bois, ça réduit de 60% les émissions de CO2. Hein. On s'est engagé également dans l'économie circulaire, donc la réutilisation de matériaux. On a par exemple donc des bâtiments à énergie positive et des écoquartiers, donc qui sont depuis quelques années des produits qu'on offre à nos clients. Dans la route par exemple, qui est le bitume est un fort émetteur de CO2. Donc on utilise des bitumes qui sont tièdes ou des enrobés qui sont tièdes ou froids et qui permettent de diminuer jusqu'à 50% des gaz à effet de serre. Donc ça, c'est des choses très très concrètes. On revoit et qu'on travaille également sur le parc automobile. Demain, et dès aujourd'hui d'ailleurs, on ne peut plus prendre de véhicules classiques, si vous voulez. On est obligé de passer à l'électrique ou à l'hybride. Et ce sera la même chose sur nos engins de chantier à terme. Donc ça, c'est des choses très concrètes et on va les mesurer année après année pour montrer nos progrès. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Donc le climat, et on a deux autres axes qui sont liés à l'humain, si vous voulez. C'est notamment la santé et la sécurité au travail. Ça, c'est quelque chose d'absolument fondamental. Les gens ne viennent pas travailler pour se blesser ou pour mourir, malheureusement. Et puis, on a également tout un chantier sur la mixité, qui est extrêmement important chez nous, puisqu'on part d'assez bas, notamment dans les métiers de construction, oui, où on a finalement assez peu de femmes, notamment dans les équipes dirigeantes. Donc on a des objectifs très précis avec des rémunérations de variables, si vous voulez, qui en tiennent compte chez nos dirigeants. Moi, ce que je voulais aussi mettre en lumière dans cette discussion, c'est un peu le regard qu'ont les Français sur cette entreprise au sens politique du terme. Et il y a eu une étude que j'aime beaucoup qui a été faite par Havas, c'est l'Observatoire CSA Havas des marques dans la cité. 60% des Français pensent que les entreprises ont aujourd'hui un rôle plus important à jouer que les gouvernements dans la création d'un avenir meilleur. 81% pensent que les États ont aujourd'hui plus que jamais besoin des entreprises pour les aider à transformer la société. Et 63% pensent que les grandes entreprises seront à l'avenir de plus en plus traitées comme des États. Moi, quand je vois ces chiffres, je me dis que la responsabilité qui est la vôtre est très grande. Marty Pack, votre réaction? Alors, je dirais pas forcément que... Je dirais pas exactement sur ce terrain-là, mais c'est sûr que l'entreprise, elle accompagne la transformation. Elle accompagne la transformation générale de la société. Je reprends juste peut-être par rapport à ce que viennent de dire Pierre et Sophie sur les engagements. On a chez City un engagement aussi de réduire l'empreinte environnementale. Et donc, par exemple, on utilise sur certains produits, depuis 10 ans, on a réduit d'un tiers les quantités de matière utilisées. Ça, c'est une attente forte, je pense, de la part de l'ensemble des Français. En matière de circularité, qui est un autre de nos chevaux de bataille, un autre de nos axes aujourd'hui, on est engagé dans, je vous donne 2-3 exemples, on va chez nos clients, qui sont des entreprises, par exemple, récupérer des essuie-mains en papier. On les récupère et on les recycle pour refaire des essuie-mains. Là encore, c'est une attente forte à la fois de la part du gouvernement, avec la loi AGEC qui arrive, qui est déjà en cours de mise en œuvre. Un autre exemple, on utilise des fibres alternatives pour fabriquer du papier toilette, essuie-tout, etc. Et on utilise de plus en plus... Alors des fibres alternatives, c'est de la paille de blé, par exemple. D'accord. Donc on va chercher de la paille de blé qui est utilisée aujourd'hui en partie par le monde agricole, mais en partie non utilisée, c'est-à-dire un déchet, et on l'intègre pour fabriquer du papier.
Ça aussi, c'est une attente forte de la part des Français, du gouvernement. Si on regarde la loi AGEC, la circularité, c'est quelque chose de primordial. Donc on est vraiment engagé sur ces domaines-là, y compris le bien-être des gens, puisque finalement, c'est le troisième pilier sur lequel on travaille aujourd'hui. Et alors à ce sujet-là, vous avez l'air tous de prendre effectivement beaucoup d'engagements et de les mesurer. Mais en fait, aujourd'hui, on ne peut plus tricher. Il y a une étude qui est parue la semaine dernière, qui a été publiée par l'agence Babel, qui dit que 60% des Français doutent quand même de la sincérité des marques. 72% des Français retirent leur confiance en cas de contradiction flagrante entre le discours, les valeurs et les actes. 71% en cas de licenciement si une entreprise dégage des profits. Et 61% s'ils sentent un engagement opportuniste. Donc Sophie, il y a quand même des limites à cet exercice-là aujourd'hui. Alors, il y a surtout une véritable exigence, il y a une obligation presque de responsabilité, surtout de cohérence, vous le citiez, entre les actes, les paroles. À la Massif, c'est pour ça qu'on a aligné la raison d'être, le plan stratégique qu'on appelle la raison de faire à horizon 2023, et puis la raison de dire qui va être notre prochain territoire d'expression et qui est co-construit avec l'ensemble de nos parties prenantes, avec une grande consultation qui a mobilisé, qui a en tout cas sollicité plus de 100 000 personnes. Je crois qu'on ne peut plus tricher, comme vous le disiez. La caméra cachée, c'est une façon d'aller tester d'un point de vue communicant. Comment on fait de la communication aujourd'hui dans un univers qui est absolument saturé par les valeurs d'engagement. On parle de purpose washing, de good washing. Je crois que c'est notre combat le plus fondamental en tant que communicant. C'est comment on arrive à retranscrire la sincérité d'un engagement de longue date, sur plusieurs années. On parlait de long terme tout à l'heure. Et comment on le fait avec crédibilité. Et à mon sens, une des réponses, c'est pas la seule bien évidemment, mais c'est de donner la parole à d'autres personnes que la marque elle-même. Voilà, ça passe par une réflexion plus globale, plus stratégique sur notre rôle de communicant aujourd'hui dans l'entreprise. Et quand on parle de politique aussi, on parle souvent de diversité de points de vue. En général, un repas de famille, on met la politique sur la table, ça se passe jamais très bien. Pierre Auberger, comment on fait pour finalement que l'ensemble de vos nombreux salariés vous suivent sur ce chemin-là? Écoutez, moi je pense qu'il faut beaucoup de clarté, de cohérence, ça a été souligné par Sophie. Aujourd'hui, les salariés, ils adhèrent, si vous voulez, à des choses qui ont du sens, qui sont cohérentes. Et donc, le rôle des communicants, justement, c'est de les aider à décrypter les stratégies, à les comprendre. Et pour rebondir sur ce qui a été dit auparavant, je pense que, si vous voulez, aujourd'hui, les entreprises ne peuvent plus tricher. Enfin, pour celles qui auraient eu cette tentation, il y a des enjeux absolument énormes, alors surtout pour des entreprises cotées, de réputation, qui sont absolument énormes. Et puis, il faut dire que toute la politique ESG, elle est certifiée, enfin en tout cas les indicateurs extra-financiers sont certifiés par les commissaires aux comptes. Donc on a des comptes à rendre, on a des chiffres qui sont audités, qui doivent être des chiffres vérifiés. Donc je suis moi, de ce point de vue-là, assez optimiste, c'est-à-dire que je pense qu'on a tous fait des progrès, les entreprises ont fait des progrès, et comme vous le disiez, comme le disait ce sondage, de toute façon, quelque part, les clients, les parties prenantes votent avec leurs pieds, et puis si elles ne voient pas de cohérence, elles n'achètent plus vos produits, et là, c'est vous qui en pâtissez. Donc, et puis, les jeunes diplômés ne viennent plus chez vous parce que vous n'êtes pas cohérent, vous n'êtes plus attirant, si vous voulez, vous n'êtes plus attractif. Donc je pense qu'il y a un cercle vertueux, si vous voulez, dans lequel on est tous impliqués et que voilà, il n'y a pas de raison de douter notre capacité à sortir par le haut. Pierre, vous parliez de talent. Marc, est-ce que ça compte pour vous pour attirer les talents? Vous pensez que la jeune génération aujourd'hui, elle est très en attente de ça, d'engagement de la part des entreprises? C'est fondamental aujourd'hui. Effectivement, on ne peut pas faire autrement. Enfin, je pense que Pierre l'a extrêmement bien résumé. Aujourd'hui, l'entreprise, c'est un tout. Elle est engagée et en même temps, elle est surveillée en permanence. Et elle est scrutée en permanence par les collaborateurs, donc en interne, mais également à l'externe par les futurs recrues. Donc c'est l'ensemble de l'entreprise, et Sophie l'a dit tout à l'heure, avec la profusion des canaux médiatiques aujourd'hui, il n'y a pas d'échappatoire possible. Donc la sincérité de l'engagement sur le long terme, c'est fondamental, et c'est ça qui prime aujourd'hui, tant à l'interne qu'à l'externe, avec toutes les parties prenantes.
toutes les parties prenantes sans exception. Sophie, qu'est-ce que ça change dans votre façon de faire votre travail de communicante ? Déjà, ça renverse les codes classiques émetteur-destinataire. Quand on se dit qu'on tire le fil jusqu'au bout et qu'on veut avoir une approche systématique de participation, de co-construction et d'inversion presque entre la marque qui parle et les parties prenantes, les sociétaires, donc nos clients, les salariés, les représentants de sociétaires, nos partenaires, vous ne pouvez pas aborder le travail de la même façon. On est en train de conduire à l'heure actuelle des travaux sur notre prochain territoire de marque. On consulte des agences, mais les briefs, c'est de façon très concrète, qui ont été adressés aux agences, ne sont que la résultante d'une vingtaine d'entretiens qualitatifs qu'on a eus avec l'ensemble de notre gouvernance, dirigeants, ce qu'on appelle techniques et dirigeants politiques, qui sont aussi, on parlait de débats politiques, le reflet des sensibilités syndicales qui existent dans la société française et qui sont dans notre gouvernance. Toutes ces personnes-là se sont exprimées, nos partenaires, les experts qui utilisent la marque en interne, et puis c'est plus de 100 000 personnes sollicitées. Et ça veut dire qu'on est obligé, quelque part, on a cette exigence-là de tirer les conclusions des enseignements qui ont été donnés. On a 2 mots qui sont ressortis de façon extrêmement forte sur l'attachement de ces personnes-là et sur ce qu'ils mettent derrière la marque Massif. C'est l'écoute d'abord, et ensuite le faire. Et il faut qu'on arrive à reprendre ça dans notre communication. Comment, avant d'écrire des messages, avant de concevoir une campagne, on prend le temps d'écouter, on écoute les attentes. Vous citiez les études récentes qui sont parues. Je pense que tout ça, il faut qu'on l'intègre dans notre travail de communicant et qu'on puisse répondre à des aspirations réelles, à des attentes, et qu'on le fasse avec le plus de sincérité et d'authenticité possible. C'est extrêmement difficile, parce qu'on est rattrapé par la tentation de la façon d'exercer notre métier, qui est plutôt historiquement descendante. Aujourd'hui, on est dans l'horizontalité, avec les réseaux sociaux. On doit rentrer en conversation avec des publics. Et au-delà de la conversation qu'on génère avec eux, il faut qu'on leur donne la parole. Et donc, on va essayer d'explorer des nouvelles façons de leur donner la parole et que notre marque soit moins ce qu'on en pense nous et ce qu'on souhaite que les gens en comprennent, mais le reflet exact de ce qu'ils ressentent dans leur lien quotidien quand ils ont un sinistre, quand ils ont envie d'appeler notre service Massif Solidarité Coup Dur parce qu'ils ont perdu leur emploi, ils ont eu une séparation, ils ont un décès. Il y a des lignes qui permettent de les écouter et de proposer des solutions. C'est tout ça la Massif, et c'est ce qu'il faut qu'on donne à voir à travers les yeux et à travers surtout la parole de nos parties prenantes. Merci beaucoup Sophie Greiner, directrice de la communication de la Massif, Marc Speck, directeur de la communication Europe du Sud d'Essity, et Pierre Auberger, directeur de la communication du groupe Bouygues. Merci d'avoir été avec nous. Évidemment, on se retrouve très vite sur Bismart pour un nouveau numéro de Smartcom.